Salut à tous, alors en première partie je vous ai fait découvrir notre nuit dans un bunker à 2700 mètres d'altitude. Là maintenant je vous fais découvrir l'exploration du fort du Chaberton. Et voilà, nous y sommes. Nous sommes au sommet du fort du Chaberton. Donc là je me trouve au sommet d'une tourelle et je peux vous dire qu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, il était réputé comme étant le fort le plus haut du monde. Je peux vous dire qu'il faisait la fierté des militaires italiens grâce à sa position jugée inatteignable. Alors il domine absolument tout le secteur du haut de ses 3131 mètres d'altitude exactement, et il y a eu une importante bataille dans ces lieux. Là, ce qu'on voit en face de nous, c'est l'ancien téléphérique. Mais avant tout, je vais vous faire découvrir l'exploration du fort du Chaberton. Je vous raconterai quelques faits historiques et en même temps, je vous raconterai l'histoire du Chaberton. Là, par exemple, vous avez des tourelles et sur ces tourelles se trouvaient justement les canons qui tiraient sur les forts ennemis du Chaberton. En fait, les tours du Chaberton ont été détruites par l'artillerie française. Ici, les arcs de décharge pour permettre de résister aux bombardements français et les tours que l'on peut voir qui sont à moitié détruites. Et ça, je vais prendre un moment pour vous expliquer cette bataille pendant l'exploration de ce fort. Allez, on va monter sur une des tourelles. Après, on va monter sur d'autres tourelles, mais il y en a quelques-unes qui sont plus détruites que les autres. Allez, un premier fait historique pour vous dire que durant la Première Guerre mondiale, l'Italie entre en guerre aux côtés des Alliés en 1915. Et le fort du Chaberton est donc désarmé et ses pièces d'artillerie partent pour le front austro-hongrois. Mais le démontage ou l'installation des canons à une telle altitude ne s'est pas déroulé sans accident. Bon, on va essayer de monter sur une autre tourelle, car là déjà c'est impossible, les escaliers sont impraticables. On va dire qu'il n'y en a plus. On va aller voir sur celle-ci ce que ça donne. On va voir si mes deux acolytes me suivent. Oui, c'est bon. Bon, je vous parlais des accidents suite à l'installation des canons. Eh bien, en 1912, lors d'un transport d'artillerie, un canon s'échappa et emporta au moins 20 soldats dans sa chute. Et en 1915, il y avait plusieurs canons, mais les attaches du dernier canon cédèrent, entraînant la mort d'un soldat. Le canon lui est retombé dessus, et ce canon-là représentait tout de même 4 tonnes. Vous avez pu remarquer que les escaliers sont encore détruits. Donc on va aller dans une autre tour, sachant qu'il y a eu 6 tours qui ont été détruites sur les 8 en 1925. Mais je vous raconte l'histoire tout à l'heure. Allez, on va essayer de notre tourelle. Vous fatiguez pas les gars, j'ai bien compris, c'est moi qui m'y colle, j'y vais en premier. Une petite chose qui va avoir son importance, dans les années 30, les Français réalisent la ligne Maginot de Dunkerque à Nice, et dans les Alpes, le Briançonnais est intégré au secteur fortifié du Dauphiné. Les Français réalisent un ouvrage, donc comme je l'ai dit, l'ouvrage Maginot, et dans cet ouvrage, il y aura le fort Janus, composé de plusieurs observatoires et qui a une vue directe sur le fort italien. Par contre, il est à 600 mètres d'altitude en dessous du Chaberton. Et attention JB, reste avec nous. Lors de notre exploration, j'arrêtais pas de dire aux autres que j'avais hâte de voir les souterrains. Et je pense que vous aussi. Mais vous inquiétez pas, on y va tout à l'heure. Bon, cette fois-ci on a des escaliers potables, donc on va pouvoir monter jusqu'en haut. Enfin, je pense. Mais pour le moment, on y va. Malgré qu'il faut tout de même faire attention, il y a quelques marches qui manquent. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous mets tout ça en accéléré. Et là, ça y est, je me trouve au sommet d'une des 8 tourelles du fort du Chaberton. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le Chaberton est prêt au combat, même s'il ne fut pas entièrement modernisé. Il fut intégré au 4e Copro d'Armata du général Mecali et constitua la 515e Batteria du 34e Gruppo du 8e Raggruppamento Artigliera de la Guardia
à la Frontiera, ce qui veut dire exactement la 515e batterie du 34e groupe du 8e groupement artillerie de la garde à la frontière. Et sa garnison, donc la garnison du fort Chaberton, comptait 340 hommes sous le commandement du capitaine Spartaco. Et Mussolini avait déclaré à cette époque-là, et donc à propos de la batterie, lorsque le Chaberton montera, la France tombera. Et après cela viennent les combats. Alors, en juin 1940, l'armée française est en déroute face à l'armée allemande, malgré l'héroïsme et la ténacité du nombre de ses unités. Puis, le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France, sur demande d'Hitler. Cette France était à ce moment-là à genoux, et les 300 000 hommes de l'armée italienne vont donc s'élancer à l'assaut des 170 000 hommes de l'armée des Alpes, dont 85 000 se trouvant en première ligne. Dans le secteur du Mont-Genèvre et Briançon, 30 000 Italiens se lancent à l'assaut contre 8 500 Français. Mais dans un premier temps, les assauts sont difficiles à cause de la météo et les Italiens se font refouler partout et conservent des positions plutôt défensives, carrément défensives même. Comme vous pouvez voir sur ma caméra, nous avons à l'intérieur des couloirs de la neige. Donc on est équipé, on a des crampons. Pour le moment on les a pas sortis, on a simplement de bonnes chaussures. Mais tout à l'heure je pense qu'on va marcher même sur de la glace. Donc à ce moment-là on sortira les crampons. Allez, je reprends avec les faits historiques. Et donc à l'approche de l'armistice, Mussolini ordonna un assaut majeur sur tout le front au général Badoglio. Mussolini déclare: j'ai besoin de quelques milliers de morts pour m'asseoir à la table des vainqueurs, afin de vous représenter un peu le personnage. Je fais une pause par rapport aux faits historiques, car là on traverse une zone où c'est assez joli, car c'est vraiment gelé, et au niveau du plafond, on dirait qu'on a comme des étoiles qui scintillent, des petits cristaux. C'est vraiment très joli. Nous dirigeons à ce moment-là dans la partie souterraine du fort. Et il n'était pas acquis qu'ils allaient stocker les obus. Toutes les munitions étaient situées dans les profondeurs de la montagne, là où on va descendre les escaliers, qui sont gelés la plupart du temps. Donc nous avons chaussé les crampons. Juste à ma gauche se trouve une espèce de rampe. En fait, c'est ce qui permettait aux soldats de transporter les obus vers le haut. En fait, les souterrains du Chaberton se décomposent en deux grandes parties. La première, c'est cet escalier, qui descend très profondément dans la montagne. Pour information, cet escalier s'étale sur 72 mètres et va atteindre une profondeur de 34 mètres sous la batterie. Et c'est lui qui menait au magasin à poudre et à munitions. Une autre information, il a été commencé aussi en 1914, juste après la fin de la construction de la batterie. C'est une galerie qui a été rapidement surnommée les galeries de glace, car très vite la glace a envahi les lieux. Et c'est assez bizarre. C'est assez bizarre car c'est vraiment agréable à regarder. Ça scintille dans tous les sens. Vous voyez des petits points de glace? C'est vraiment très beau. Un peu comme des petits cristaux. Par contre, il faut faire quand même très attention. C'est de la glace au sol. Donc, comme je vous ai dit, on est bien équipé avec nos crampons. Mais il faut quand même faire attention. De nos jours, c'est de pire en pire, car elle empêche l'accès au magasin à munitions. En fait, c'est vraiment gelé et on ne peut pas aller plus loin. L'escalier qui descend s'étend sur 4 paliers, et au deuxième palier, on trouve des galeries adjacentes. Et donc là où je me trouve, c'est en partie la deuxième partie, où se trouvent des galeries plus récentes, qui sont très grandes et spacieuses, et que l'on appelle la galerie des Charpentes. Donc je vous la montre, voilà, c'est cette galerie, et elle a été réalisée dans l'entre-deux-guerres, afin de moderniser le Chaberton, et de faire passer tout le complexe, tout le casernement en souterrain, afin d'abriter les hommes au cœur de la montagne. Mais ce ne fut jamais achevé pour faute de crédit. Là, vous voyez, au sol, on a encore de la glace. Et c'est donc ici que les hommes transportaient les obus, dans lequel on fixait les fusées sur les obus, et par mesure de sécurité, ils les séparaient de l'accès du magasin à munitions.
Je vous jure que ça fait quand même vraiment très peur. JB est resté au sommet des escaliers, seulement Raph et moi sommes descendus. Au cas où s'il y en a un qui se pète une jambe, vous imaginez pour remonter? Au moins il y a quelqu'un pour prévenir. Là on a des portes qui mènent à la galerie et elles sont ouvertes. En fait elles sont bloquées par la glace. Donc on va continuer par ici. Je pense vraiment que pour ne pas avoir de glace du tout, enfin très peu de glace, il faut y aller pendant les périodes de canicule en été. Nous, quand nous nous sommes rendus au Chaberton, c'était fin d'été, début automne. Donc une période assez convenable. Normalement, on ne devait pas avoir tant de glace que ça. Après, ça dépend des années, bien sûr. Normalement, on arrivait au premier sous-sol. Mais bon, on ne pourra pas y aller. Vous voyez toute la quantité de glace qu'il y a. Il faudra un temps assez phénoménal pour enlever tout ça. Il faudra du matériel aussi, des pelles. On n'a pas. Donc je vais continuer à vous montrer un peu le fort et vous raconter son histoire. Et pourquoi pas s'intéresser à la première fois où le Chaberton a tiré. C'était le 17 juin 1940 et la première cible du Chaberton est le fort de l'Olive. C'était un fort français qui bombardait un autre fort italien. Donc les 8 tourelles du Chaberton ont fait feu en même temps afin de pulvériser le fort de l'Olive. Et aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Puis le 18 juin 1940, le Chaberton s'attaque à une autre position. Plus tard, le 20 juin 1940, le Chaberton reçoit l'ordre de tirer massivement sur les positions françaises afin de soutenir l'assaut des divisions italiennes. À ce moment-là, le Chaberton tire sans s'arrêter sur les positions françaises, dont le fort Janus. Et le ravitaillement en obus pose problème. La machinerie italienne ne cesse de tomber en panne à cause du froid. Et donc les artilleurs italiens sont alors obligés de transporter les obus sur leur dos, depuis la poudrière au cœur de la montagne jusqu'au sommet de la batterie. Pendant ce temps-là, l'ouvrage Janus, de son côté, engage aussi les tirs et en reçoit beaucoup. Par contre, la ligne Maginot est bien à l'abri, mais personne n'atteint le Chaberton, qui est beaucoup trop haut pour le coup. Afin de pouvoir riposter et enfin atteindre le fort du Chaberton, donc le fort italien, et sans être vu bien sûr, les artilleurs français décident de positionner leurs 4 mortiers en contrebas du fort de l'Infernet, qui est à l'est de Briançon, et donc à contrepente du Chaberton. Ce sont donc sur les positions dites du poète Morand et de Lérette que s'installent les mortiers de 280 mm. Par contre, les mortiers français se trouvent à 1200 mètres plus bas et doivent viser le fort italien situé à 10 km. Ce sont donc des conditions inédites et extrêmes. Mais Général Marchand fait appel à des artilleurs mathématiciens pour une nouvelle table de tir, car d'ici, la vue sur le Chaberton est dégagée. Et au 21 juin, le Chaberton, dû à son altitude, est masqué au matin par des nuages. Mais soudain, à 10 heures, il y a eu une éclaircie, et à 10h30, les 2 premiers mortiers ouvrent le feu, et en 60 secondes, le tir des mortiers heurte le Chaberton. Plus tard, les 2 autres mortiers de Lérette vont tirer à présent sur le Chaberton. Mais les Italiens ripostent. Mais ils ne savent pas vraiment d'où viennent les tirs. La toute première fois, c'est la 3e tourelle qui est touchée. Puis à 18h30, il y a eu un gros éclatement sur la partie supérieure de l'ouvrage, donc de l'ouvrage du Chaberton. Et à 19h, un projectile touche les 5e et 6e tourelles. La première et la 4e tourelle furent également touchées, tout comme le téléphérique. Et le Chaberton a perdu en 57 coups 6 de ses 8 tourelles. Et enfin, le 25 juin, les mortiers Schneider et le Chaberton ont reçu pour ordre le cessez-le-feu. Et plus tard, le Chaberton servira comme poste d'observation. Bon, vous avez pu remarquer que certaines pièces sont complètement détruites. Plusieurs endroits effondrés. C'est peut-être sur le coup des obus, les obus français bien sûr. Et c'est pas mal inondé aussi, à certains endroits.
On touche un peu avec le bâton, mais c'est très dur, donc c'est vraiment de la glace. C'est une vraie patinoire dans cette pièce. Là, je vous montre une autre pièce. Et on va s'intéresser aussi au téléphérique. Donc on va aller le voir plus tard. Là, on se dirige plutôt vers une des tourelles, afin de voir si on peut monter à l'intérieur. Tout à l'heure, on est monté dans une tourelle, mais depuis l'extérieur. Là, on va essayer de passer depuis les sous-sols. Bien sûr, il y a toujours de la neige. Et là, voilà. On voit l'une des tourelles auxquelles on ne pourra pas accéder, qui a dû être bombardée. Et on ne pourra pas monter à l'intérieur, parce qu'il n'y a plus d'escalier. Allez, on va aller suivre ce couloir qui va nous mener au téléphérique. Allez JB, tu viens, fais pas la tête. Donc là, on n'y est pas encore tout à fait, mais je peux déjà commencer par vous dire que le téléphérique était réservé au matériel, mais il arrivait toutefois que des hommes le prenaient tout de même afin de se rendre à des rendez-vous galants, dans la vallée à Cézanne. Cette fois-ci, je me trouve en plein dans le téléphérique. Donc il n'a pas été épargné, et en fait il s'agit de l'arrivée de la recette supérieure définitive du téléphérique qui a été terminée en 1910. Et avant cela, il y avait un peu plus bas une recette provisoire. Voilà, d'ici vous pouvez voir encore les tourelles. Là maintenant, je vous amène dans une des chambrées pour les officiers. Et sur les murs, il y a une inscription italienne qui est traduite comme cela. Lorsque le canon rugit, c'est la voix de la patrie qui appelle. Maintenant, je vous montre une salle où se trouve le groupe électrogène. Donc c'est un moteur autocarro Fiat 34 avec 4 cylindres en ligne qui permettait d'alimenter le fort en électricité en cas de coupure de la ligne provenant de la centrale hydroélectrique de Cézanne dans la vallée. D'ailleurs, lors de la bataille que je vous ai racontée, le Chaberton à un moment n'avait plus du tout d'électricité car il avait été touché, et donc il a eu recours à ce groupe électrogène. Voilà, j'espère que la nuit dans le bunker, l'histoire du fort du Chaberton, ainsi que l'exploration vous aura plu, car on touche à la fin de la vidéo. Mais bon, on va faire comme les artistes à la fin d'un concert. Il y a encore une chanson. Allez, je continue avec l'histoire du Chaberton pour vous dire quelques faits. Cet ouvrage atypique, par sa hauteur et sa physionomie, est constitué d'un bâtiment rectangulaire en bois et en béton, adossé à une plateforme formant un rempart naturel. Sur son toit sont posées donc les 8 tourelles qu'on a vues lors de la vidéo. Donc c'est des tours en béton surmontées de tourelles pivotantes, armées de canons pointés vers Briançon. Ce fort abrite un poste de commandement, une infirmerie, une cuisine, des réserves, desservies par 2 couloirs, à l'avant et à l'arrière. Son approvisionnement, qui lui garantit une autonomie totale de plusieurs mois en toute saison, est assuré par un téléphérique. Donc le téléphérique qu'on a vu tout à l'heure, il est l'un des premiers construits en Italie et est terminé en 1910. 2 casernes sont bâties en contrebas, l'agent officier et homme du rang en temps de paix. Des souterrains reliant l'ensemble des casemates pour entreposer explosifs et munitions sont percés profondément sous la roche. Comme je vous l'ai dit, il culmine à 3130 mètres d'altitude et s'appelle le fort des nuages. Il fut aussi appelé le cuirassé des neiges. Et à cette époque, c'était bien sûr le plus haut du monde. Sa position sur une crête dominante, la portée encore limitée de l'artillerie et l'inexistence de l'aviation militaire le rendent invincible. Désigné comme un ouvrage autonome d'action lointaine,
il est en capacité de pouvoir soutenir des missions à la fois offensives et défensives. Il est inoccupé entre 1915 et 1918. Il est réarmé à la fin des années 1920 et intégré à la ligne de fortification à la frontière alpine, le Vallo alpino occidental. Côté français, bien que le secteur du Briançonnais soit fortifié depuis le XVIIe siècle, les habitants de la vallée et l'état-major de l'armée sont terrifiés par cette forteresse qui se construit sous leurs yeux. Mais les progrès de la technologie militaire, fulgurants durant le premier conflit mondial, et la remarquable campagne de renseignement menée par l'armée française apportent une solution pour le neutraliser. Et comme je vous l'ai dit, le 21 juin 1940, dans la débâche générale, l'armée des Alpes remporte une brillante victoire grâce à la 6e bataillerie du premier groupe du 154e régiment d'artillerie de position, sous ordre du lieutenant André Miguet. Et c'est donc une journée qui a suffi à mettre hors d'usage, avec les tirs précis de l'obusier Schneider de 280 mm, 6 des 8 tours de la batterie du Chaberton. En 1947, vertu du traité de Paris, l'ouvrage devient français. Le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire, a insisté pour que les anciennes bases offensives de l'ennemi reviennent à la France. Son démantèlement est organisé en 1957. Des projets alors de réhabilitation, stations météorologiques ou refuges d'altitude sont envisagés dans les années 1950, mais aucun d'eux n'aboutira. L'ouvrage du Mont Chaberton, comprenant la batterie avec le glacis, le mur de soutènement et ses arcs de décharge, la station d'arrivée du téléphérique, le local de chargement, la caserne des officiers et la caserne des troupes, le poste de garde, les galeries souterraines, vers le sommet du Mont Chaberton, ainsi que les vestiges du réseau de barbelés sur support cimenté et inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du préfet de région le 4 février 2021. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao et prenez soin de vous.